Tu as le monde, tu vois, pendant le Covid que je t'ai décrit, où tout était fermé, et aujourd'hui, tout a repris. Donc, dans ce monde-là, comment tu fais en sorte que tes collaborateurs, tu arrives à leur faire confiance, parce que tu ne peux pas contrôler, comme quand les gens sont au bureau, tu ne peux pas contrôler tout. Comment tu t'assures que les gens soient vraiment intègres, éthiques, et travaillent bien, et font leur... et ça, tu vois, c'est un vrai sujet, en fait. Bonjour, je suis Camille, CRHA, spécialiste en santé mentale au travail pour le groupe Conseil Perrier, et la voix que vous venez d'entendre est celle de Nathaniel Philippe, le fondateur de Hey Team, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce podcast. D'autant plus qu'on a échangé sur des sujets RH d'actualité comme la santé mentale au travail et particulièrement celle des entrepreneurs. Nathaniel nous livre d'ailleurs avec sincérité ses lignes directrices à lui pour veiller à sa santé mentale et s'assurer de recharger convenablement ses batteries pour donner le meilleur de lui-même. On a aussi parlé de la dure difficulté pour certains managers et CEO de partir en vacances et délaisser leurs équipes autonomes, alors que... Non, en fait, non, je vous en dirai pas plus. Écoutez Nathaniel et vous verrez. Surtout qu'on a ensuite échangé sur un vrai casse-tête RH, la gestion des paix lorsque vous avez des équipes en télétravail partout dans le monde. Bref, j'espère que vous allez avoir du plaisir à écouter notre échange avec Nathaniel et si c'est le cas, allez mettre des petites étoiles et des commentaires. Je vous assure que c'est ce qui m'aide le plus à aller chercher de super invités. Allez, je m'arrête de parler et je vous laisse avec Nathaniel Philippe. Bonne écoute. Alors, bonjour Nathaniel, et puis merci d'être avec moi ce matin. Et d'ailleurs, je pense que là, j'ai mal prononcé ton prénom. Nathaniel. Exact. Nathaniel, merci beaucoup. Nathaniel. Est-ce que la plupart du temps, les personnes t'appellent plutôt Nat ou on reste sur Nathaniel? On m'appelle souvent Nat. Tu veux m'appeler Nat pendant ce podcast? Ah, j'ai le droit? Ah bah si j'ai le droit, vas-y. Tu as le Moi, droit. je... Tu as le droit, avec grand plaisir. Bah merci beaucoup. Et on m'appelle ça. Comment est-ce que tu te sens ce matin? En pleine forme. J'ai pris un bon petit déjeuner. Tu vois, mes enfants m'ont pas réveillé trop tôt. 6h30, je crois, ça va. Ça Ça va. va, c'est ça. Ben justement, là, tu me parles de tes enfants aussi. Puis toi, là, que tu vas bien. Je voulais commencer ça, tu sais, un peu sentir le mood, comment tu te sentais, parce que j'ai vu là sur ton fil d'actualité LinkedIn que tu likes pas mal de posts en lien avec la santé mentale au travail. Et Ok. notamment, un des derniers posts que tu as liké, c'était celui d'un CEO qui prenait une pause, justement, un moment de repos. Et moi, je voulais savoir, ben, toi, là, le fait que tu sois CEO, que c'est la deuxième boîte que tu montes, plus là, tu me dis que tu as aussi la charge des enfants, comment est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de ta santé mentale, pour prendre aussi des moments pour toi? Et est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que tu as le temps aussi de tout ça? Ouais, c'est une excellente question, en fait, parce que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je travaille beaucoup. Parce que en étant CEO d'une boîte, on a tendance à travailler un peu non-stop. Et en plus, avec le Covid, lors de ces 2 dernières années, il n'y avait pas vraiment de séparation vie pro, vie perso. Et c'était en flux continu, en fait. Et il y a un moment donné où tu peux vite être amené à saturer sans t'en rendre compte et un petit peu à te brûler. Et donc, je travaille beaucoup sur ça. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, puisque en effet, je suis heureux papa de deux jumeaux qui me demandent beaucoup de temps et d'attention. Et ça a beaucoup changé ma vie, puisqu'ils sont arrivés il y a 1 an et demi maintenant. J'essaye vraiment d'avoir des moments dédiés pour eux, dédiés pour ma famille. Et en fait, ça passe par aussi couper véritablement, notamment le téléphone, pour éviter d'avoir les notifications Slack ou email en permanence. Donc, c'est même poser le téléphone. Et tu vois, c'est un vrai effort parce que tu es tout le temps sur ton téléphone, tu as cette dopamine qui arrive à chaque notification et c'est dur quand tu ne l'as pas en fait. C'est vraiment dur. Donc ça, c'est un gros travail que je fais sur le téléphone. Mais est-ce que tu Euh, arrives, vraiment à le faire parce que tu sais, l'image un peu, puis c'est top là si on arrive à casser cette image, mais en tout cas, dans l'imaginaire, on s'imagine toujours le patron toujours connecté, presque 24 heures sur 24, enfin un peu dormir quand même, mais presque connecté tout le temps. Surtout quand tu démarres, enfin là, tu démarres pas, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que ouais, iTunes ça existe. fait 4 ans, ouais, exactement. Mais, euh, mais est-ce que tu arrives quand même vraiment à couper là-dessus, à dire
OK, ben là, par exemple, ce soir, je m'occupe de mes enfants, le matin, je m'en occupe et puis je regarde pas du tout. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? J'avoue que, en fait, ça m'arrive de coucher mes enfants et de me mettre un podcast en même temps pour justement à la fois pouvoir garder cette productivité tout en m'occupant de mes enfants. Donc, tu vois, ça peut être un peu antinomique, mais je travaille sur moi pour ça parce que j'ai tendance à être en permanence connecté. Et en effet, le travail d'un CEO fait que tu es en permanence sollicité. Et donc, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Les gens cherchent à te joindre en permanence. Il faut que tu sois réactif. Donc, je t'ai parlé un peu des enfants et du travail sur le téléphone. Après, il y a aussi autour du sport, je vais me mettre en place des routines sur le sport. Donc, j'ai un emploi du temps où je me cale spécifiquement des temps pour aller courir, pour faire du tennis, pour aller nager, pour faire du crossfit. Tu vois, c'est vraiment très important pour moi. Et c'est un moment aussi où je vais vraiment un petit peu tout oublier et c'est important pour moi. Donc, c'est ces routines-là et c'est un travail non-stop. Et après, je m'inspire beaucoup aussi, peut-être tu connais du Shabbat. Je ne sais pas si tu as entendu parler, notamment, non, le Shabbat, en fait, c'est un Ah moment, si, le vendredi, tu, le tu fais vendredi rien. soir. Voilà, le Oui, vendredi oui, oui, soir. oui, Alors, moi, je effectivement. ne le fais pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui le font. Et ils coupent, en fait, tout contact avec le téléphone et l'électricité du vendredi soir au samedi soir pendant 24 heures. Et donc, pendant ce moment-là, tu coupes énormément. Et si tu veux, c'est aussi un moyen. Donc, j'essaye de m'inspirer de ces techniques-là pour voilà, lire des bouquins papier plutôt que de lire des bouquins en digital, pour, encore une fois, être avec les enfants, être avec la famille, aller voir une expo, tu vois. Vraiment, ne pas être en contact avec de l'électricité ou le téléphone. Et là, ça fait combien de temps que tu as mis ça en place et à quel Bah, point tu y arrives? honnêtement, j'y suis pas. J'y suis pas du J'aime bien tout. que tu sois honnête avec nous, c'est bien. Merci. C'est un Mais vrai non, mais c'est. problème. Et j'étais arrivé à un point où, tu vois, je ne prenais pas de vacances. En vacances, je déconnectais. Et je me suis rendu compte, justement, très récemment, en fait, que le fait de prendre des vacances et de se forcer à les prendre, parce que si tu veux, j'ai eu pendant une période, pendant un an et demi, où je ne me suis pas pris de vacances. Donc, et en fait, tu as tendance à vouloir être tout le temps proactif, etc. Et le fait de faire une pause et de prendre des vacances, ça laisse aussi de la marge de manœuvre à tes équipes et tu te rends compte en fait que le business peut aussi tourner sans toi. Et en fait, c'est aussi un bon moyen de se rendre compte des gens, tu vois, qui sont assez autonomes. Et c'est aussi un moyen de se dire de laisser aller, let it go, et de ne pas vouloir tout contrôler. Et donc, heureusement, dans mon management, je ne suis pas comme ça, tu vois, très clairement. Je laisse beaucoup d'autonomie et ça fait partie de nos valeurs. Mais le fait de vraiment pas prendre de contact avec les équipes pendant une semaine, tu vois, c'est un autre niveau de laisser le contrôle aux équipes. Et tu te rends compte finalement que les choses avancent. Et toi, enfin, c'est assez évident ce que je vais te dire, mais tu arrives plus boosté, tu es encore plus en forme. Et finalement, le business s'est bien passé. Et donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, je m'impose, justement, de profiter des vacances et de me les imposer, d'essayer de déconnecter. Mais voilà, les dernières vacances, j'ai pris 2, 3 jours pour travailler. Enfin, tu vois, j'y suis pas encore. C'est encore c'est pas encore complètement appliqué, tu vois, Ouais, dans ma vie. ouais, mais t'essayes. Mais en fait, ce que je trouve important là dans ce que tu dis, c'est regarde, là, quand j'arrive à complètement déconnecter, je sais que je peux compter sur mon équipe. Je sais que eux, ils ont toute cette autonomie là, et puis que la boîte elle continue à rouler. Et ça, je trouve que c'est quand même un message important à faire passer parce que très souvent, on a l'impression qu'on est indispensable et que tout repose sur nos épaules. Alors, oui, beaucoup quand tu es un CEO, je suis d'accord qu'il y a là, mais je me dis que, puis tu me diras si tu me rejoins là-dessus, si ça te paraît complètement irréaliste, mais je me dis que même en tant que CEO, si tu arrives à déléguer, à rendre responsable ton personnel, à leur dire, OK, je vous fais confiance, et puis moi, j'y vais, et ben, c'est aussi bien pour toi, parce que comme tu disais, ben, hey, tu reviens, tu es encore plus en forme, peut-être que tu vas revenir avec encore des nouvelles idées, vu que tu auras Ouais. laissé de l'espace par rapport à ça, tu auras pris cette pause-là. Ouais. Et en plus de ça, ton équipe, elle va se dire, hey,
Mon boss me fait confiance, ok, je prends des choses, je prends plus de responsabilités, ils prennent plus aussi en autonomie, ils apprennent beaucoup plus aussi de leur côté. Et puis toi, tu reviens, puis tu peux aller développer autre chose que ce que tu faisais pas avant. Est-ce que toi, ça te semble réaliste là-dessus? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a des valeurs justement chez A-Team et souvent, tu sais, les valeurs, il y a ce côté un peu bullshit affiché dans les bureaux avec des grands mots. On veut la paix dans le monde, on est les meilleurs. Ok, mais finalement, qu'est-ce que tu mets derrière ces valeurs? Et ce qu'on essaye de faire, si tu veux, je me suis inspiré de pas mal d'entrepreneurs dans mon réseau où on va essayer de décliner les valeurs en actions en situation concrète. Donc, je te donne un exemple. Une de nos valeurs, c'est l'agilité. Et donc, l'agilité, c'est dans le produit, pouvoir découper en fait les différents sujets, pouvoir sortir quelque chose plus rapidement. Et donc, on demande aux managers et aux équipes d'incarner en fait cette valeur d'agilité dans des actions du quotidien. Et je te donne un autre exemple. On a aussi la valeur du fun chez A-Team. Donc, le fun, tu pourrais croire que c'est prendre des verres. Bon, on le fait, ça, tout ça. On le fait bien chez A-Team, je te rassure. On s'éclate bien. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, il y a eu un pot de départ qui a duré jusqu'à une certaine heure pour certains. Bon, moi, j'ai été très raisonnable, je t'avoue. Et, C'est quoi raisonnable pour toi? bah, non, j'ai vraiment été très raisonnable parce que j'avais un cours de sport et que j'ai dû partir beaucoup plus tôt que les autres. Donc, tu vois, c'était très raisonnable, beaucoup plus que de raison pour le coup. Mais, et le fun, en fait, par exemple, le fun, c'est aussi dans le produit. Et donc, c'est-à-dire que nos équipes produits, elles doivent aussi incarner cette valeur-là autour du fun. Et donc, ça veut dire avoir des petits emojis, une façon d'écrire, un ton, même dans la marque. Donc, pourquoi je te parle de ça? C'est au niveau de l'autonomie c'est avoir aussi ces valeurs qui peuvent être incarnées par les équipes. Et justement, quand tu te lances et que tu n'as pas forcément les moyens de recruter au départ des gens qui sont seniors, bah, c'est vrai que souvent, tu recrutes des stagiaires, tu recrutes des juniors et ils ont besoin d'être véritablement accompagnés. Et donc, leur faire apprendre l'autonomie, c'est très difficile. Mais c'est justement en incarnant ces valeurs et en essayant de leur donner des tips et des façons de faire euh, voilà, où ça peut être assez évident, mais quand tu as une question à poser, tu sais, tu as tendance à vouloir tout de suite poser la question, mais non, en fait, réfléchis par toi-même une première fois, peut-être une deuxième fois. Il y a ce côté-là aussi autour tu sais, avec Slack et les messageries, on a tendance à être en permanence. Ah, au fait, est-ce que tu as fait ça? Regarde, est-ce que tu peux me répondre tout de suite? Mais en fait, non. Tu vois, c'est un peu comme les personnes qui te calent des événements dans ton agenda sans que tu aies rien demandé parce que ton agenda est disponible pour tous. Tu vois, il y a un moment donné où justement, ça va contre les valeurs de l'autonomie. Donc, ce qu'on essaye de faire chez A-Team, par exemple, ça a été de développer l'asynchrone. L'asynchrone, c'est de dire, bah, chacun a son temps de travail et ces moments où il peut être vraiment productif et ne pas être interrompu par ce flux de notifications et de messages. Et donc, on est respectueux du temps de chacun et on travaille en asynchrone. Donc, ça veut dire qu'on va documenter, on va travailler sur un écrit, que tu vas pouvoir commenter, tu vas pouvoir ajouter des vidéos. Donc, ça passe aussi par des process et de la documentation et un outillage un peu différent et faire adopter ces moyens de communication aux différentes équipes. Et comment ça se passe justement parce que la communication dans une entreprise, c'est ce qui reste quand même difficile de temps en temps, même très souvent, c'est Ouais. un des points à travailler. Là en mettant en place ce type de communication, comment ça se passe? Est-ce que tu as mis ça en place depuis le début? Est-ce que tu as fait des essais-erreurs là-dessus? Comment est-ce que ça s'est passé justement? Alors, en fait, voilà, c'est quelque chose, moi, c'était une vision depuis le départ où j'avais envie de construire une boîte où on pouvait avoir cette liberté en termes de temps de travail, en termes même de lieu de travail, pas forcément 100% remote parce que tu as besoin des interactions physiques et ça ne les remplace jamais. Et puis, tu as des équipes comme les équipes commerciales qui ont besoin de se dynamiser plus que des équipes tech. Mais ça passe par de la pédagogie, déjà, de faire connaître ces différents outils. Ça passe par montrer l'exemple et donc soi-même, si tu veux, bah, de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils au quotidien. Et puis après, tu as cette culture en fait d'entreprise. C'est un travail bah, justement en permanence bah, auprès des nouvelles personnes qui vont arriver,
ou même auprès des personnes qui sont toujours là pour répéter et montrer un petit peu les différents process. Et il y a des choses où tu te rends compte qui ne vont pas et il faut arriver à les corriger. Je te donne un exemple hyper concret. On a cette habitude tous les lundis à 14 heures de faire un point où on rassemble toute l'équipe. Ce qu'on appelle le weekly ou le heads-on. Chacun va un peu s'updater sur un sujet de la semaine dernière et le sujet de cette semaine. Sauf que quand tu es 4, 5, 6, 10, 12, ça passe très bien. Mais à un moment donné, tu arrives à 20, 25. Aujourd'hui, on est 35. En fait, si tu demandes à chacun d'expliquer ce qu'il veut faire, tu t'en sors pas en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pas mal itéré sur ça. Et aujourd'hui, on a un format qui est assez séduisant et qui fonctionne bien. En fait, on demande aux managers de préparer ce point avec des slides où justement, ils vont mettre en avant la priorité de la semaine et ce qui a été fait la semaine dernière. Derrière, ça peut être relayé par une des personnes de l'équipe. Et dans ce format du weekly, on va avoir la présentation des nouveaux. On démarre toujours par un fun fact. Donc, pour aussi, tu sais, c'est lundi, tu as eu un week-end, il y en a qui ont, il y a pas mal de jeunes chez nous, donc tu vois, le week-end, ils font pas mal la fête. Donc, on démarre par un fun fact pour pas tout de suite être en mode les chiffres, les chiffres. Donc, et le fun fact, bah, ça crée une ambiance, ça crée un icebreaker et qui est très sympathique. Et en plus, tu apprends plein de choses sur des personnes, donc c'est assez marrant. Et après, on enchaîne avec les actualités des équipes et aussi ce qu'on fait, puisqu'on a une véritable aussi culture du produit chez A-Team, on passe pas mal de temps sur l'usage, comment nos clients utilisent le produit. Et donc, on fait un focus par les équipes sur voilà, tel client, voilà comment il utilise la plateforme, voilà les fonctionnalités pour justement véhiculer aussi cette culture du produit. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est le fait que vous ayez ces communications-là asynchrones parce que très souvent, en fait, c'est quand tu reçois un chat par Slack, Google Meet, enfin, qu'importe la plateforme qu'on utilise en entreprise, tu as toujours l'impression qu'il faut répondre tout de suite. Et en fait, ça se fait que tu vas enchaîner les réunions, tu vas enchaîner tous les chats que tu as, et puis tu vas enchaîner les mails, et puis au final, tu n'as jamais le temps de te concentrer réellement sur ce que tu dois livrer, sur ce que tu dois faire. Tu es constamment déconcentré et je trouve que installer ce genre de modèle dans une entreprise d'une communication asynchrone peut mieux fonctionner pour que justement tes personnes puissent rester focusées et que tu sais, ça ne t'entraîne pas à l'hyperconnexion parce que justement, si tu n'as pas cette culture d'entreprise de dire, OK, regardez, c'est pas grave si on ne répond pas tout de suite ou peut-être que tel canal, c'est fait justement pour les urgences, mais sinon ça, pour le reste, si on t'envoie un mail, tu n'as pas à répondre peut-être maintenant, dans l'heure, faites les choses pour lesquelles que vous soyez pour rester concentré. Et je trouve ça intéressant de relever parce que depuis le Covid, justement, où beaucoup de personnes ont dû être en télétravail, et puis là, tu avais l'impression qu'il fallait que tu te montes pour dire « Hey, salut, tu vois, je travaille », puis là, tu envoies des mails tout le temps, tu réponds au chat à chaque seconde, puis au final, en fait, tu livres rien parce que tu es encore plus épuisé, parce que tu travailles plus tard pour livrer ce que tu as besoin de livrer, et puis ça ne marche pas forcément mieux. Puis je trouve ça intéressant de relever ce point-là, peut-être que ça donnera aussi des idées pour d'autres entreprises là, qui nous écoutent, à se dire, tiens, on va tester ça, voir comment ça marche, si ça peut fonctionner pour nous, puis de quelle façon. Exactement. Tu as aussi beaucoup avancé sur A-Team, mais moi, je vais revenir un peu dans le passé. Après, on va continuer, mais on va revenir dans le passé, parce que dans ton parcours, j'ai vu que tu as commencé par du marketing. Ensuite, tu as lancé une boîte qui s'appelle Le Kiosque. Et puis après, tu as lancé A-Team. Sachant que ces trois sujets-là ont strictement rien à voir ensemble quand même. C'est pas du tout... Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer A-Team, plus de t'approcher du côté RH? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? Tu te dis, non, moi, je vais aller me lancer là-dedans. Je suis devenu un peu fou, je crois. C'est ça là. C'est bien, c'est ce qu'il faut, on en a besoin dans le monde. Écoute, non, mais tu as bien cerné le personnage. En fait, déjà, nativement, je suis très curieux, je m'intéresse à beaucoup d'univers. Et en fait, je me rends compte que aussi, pour moi, créer des boîtes, c'est aussi pouvoir apprendre, en fait, sur des sujets. Et justement, j'aime bien avoir cette approche aussi complètement naïve, tu vois, sur une industrie.
arriver avec aucun prérequis, en n'étant vraiment pas un expert, tu vois, même plutôt même un sous-doué de l'industrie, et d'arriver avec une idée qui va la révolutionner. Et en fait, ça t'enlève tous tes biais, justement, sur ce que tu peux faire, pas faire. Parce que si tu parles aux experts, bah, en fait, tout est déjà fait, tout a été tenté. Ça, tu vois, tu es vite, en fait, fermé dans un carcan. Et en fait, d'ailleurs, tu vois que les grandes boîtes, les grands services qui se sont créés ces dernières années viennent souvent de gens qui n'ont rien à voir avec le secteur. Donc, tu as par exemple, je ne sais pas, si on parle de Uber, c'était créé, ça n'a pas été créé par les taxis. Si on parle de, je ne sais pas, par exemple, Elon Musk, Tesla, il n'était pas mécanicien, tu vois. Et en fait, il y a plein d'exemples, hein. Quand tu prends tous les grandes innovations de services, tu regardes les CEO, ils viennent rarement du secteur. Et justement, je crois beaucoup à cette approche naïve. Et après, moi, c'est vrai que c'est un prétexte finalement pour apprendre, pour apprendre. Et ça, c'est quand même génial parce que tu découvres tout, tu es challengé. C'est ce qui intellectuellement aussi te maintient. Et tu vois, tu parlais un peu de caféine, enfin du kiosque qui s'appelle maintenant Caféine. J'ai fait 10 ans en tant qu'entrepreneur là-bas. Bon, au bout de 10 ans, la boîte était rentable, elle se développait très bien. Et en tant qu'entrepreneur, j'apprenais plus finalement. J'avais eu le sentiment bon, au bout de 10 ans, tu vois, c'est quand même beaucoup 10 ans, hein, donc je ne suis pas resté pas au bout de 3 4 ans, c'est vraiment 10 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu envie justement de me relancer dans une autre industrie. Et tu parlais de l'industrie des HR. Donc, c'est vrai que je n'ai rien à voir avec cette industrie-là. Bon, j'ai évidemment géré des équipes et managé, donc coaché. Donc, finalement, via ce rôle-là aussi, indirectement, tu fais du RH sans le savoir. D'accord? Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé au moment de me relancer, ça a été de me dire la façon de travailler, la façon de bosser va changer drastiquement dans le futur en termes de mode de collaboration, en termes d'horaire, en termes de lieu de travail. Et un truc qui m'a marqué, c'est les grands groupes adorent adopter les codes des startups, tu sais, avec des bureaux un peu New Age, avec des incubateurs. Par contre, quand tu regardais les outils avec lesquels ils travaillaient et leur mode de travail, ça restait très à l'ancienne. Et donc, par exemple, le remote n'était pas du tout développé dans les grandes boîtes. Tu vois, c'était un truc un peu tabou qui n'était pas développé. Il a fallu le Covid pour se rendre compte qu'on n'était pas obligé de rester devant son écran au bureau from 9 to 5 et en même temps être productif. Tu vois. Après, il y a eu le monde Covid. C'était un monde un peu à part pendant 2 ans. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a une actualité aussi où, dans un contexte complètement différent, les boîtes veulent un peu aussi reprendre la main et peut-être revenir sur certains avantages pendant le Covid. Mais malgré tout, beaucoup plus de gens vont travailler en remote qu'avant, mais de manière explosive. Donc, Mais tu... Vas-y, excuse-moi. non, mais voilà, en gros, si tu veux, ce qui m'a intéressé sur la façon de travailler et le remote, pour revenir un peu au point de départ, c'est de me dire que les gens allaient changer la façon de travailler et que notamment dans l'accueil des collaborateurs et la façon d'intégrer des collaborateurs, on ne pouvait plus se contenter d'un accueil physique avec des checklists. Non, il fallait vraiment créer une expérience qui démarre avant l'arrivée avec des communications, avec un mentor qui peut t'accompagner, un système qui te crée une visibilité sur les étapes, un parcours de formation, des rencontres, euh, la possibilité de connecter, de networker avec d'autres gens qui arrivent en même temps que toi. Donc, l'idée, elle était de transformer en fait une expérience qui est très admin, très chiante, en une expérience waouh, qui te donne envie à la fois de joindre, de join the team et de rester pendant une phase où les 4-8 premiers mois, c'est clé et c'est là où en fait on voit le plus de turnover en fait dans les boîtes. Mais qu'est-ce qui t'a... C'est ça moi, sur lequel je m'interroge, mais c'est comment Ouais. est-ce que tu as vu ça? Parce que tu sais, tu me disais que toi, en tant qu'entrepreneur, ce que tu aimes aussi, c'est pas forcément aller dans les choses que tu connais à la base, c'est vraiment aller innover, aller avoir avec un regard neuf là-dessus. Ouais. Mais moi, je me dis, OK, bah, ça veut dire que ça aurait pu être dans n'importe quel domaine que tu aurais pu monter ta boîte. Ouais, Pourquoi clairement. ce domaine-là? Qu'est-ce que tu as vu? Tu sais, ça a été quoi le déclic pour dire, moi, je veux
perfectionner l'expérience collaborateur? Ouais, bah, en fait, tu sais, je me suis posé, déjà, j'ai toujours voulu entreprendre pour apporter quelque chose en plus dans le monde, pour apporter un service, une innovation. Alors, tu sais, il y a ces fameux boîtes à impact. Donc, sans rentrer dans du bullshit, moi, mon idée, elle a toujours été de pouvoir impacter le monde à mon humble niveau. Et avec la presse, j'ai eu cette occasion d'apporter de la presse à, à tous les gens en fait avec un smartphone qui pouvaient du coup accéder en 3 clics à un titre de presse et le télécharger dans des zones où tu n'as pas accès à la presse, pour des Français à l'étranger, ou alors donner de la visibilité à des titres qui n'en ont pas ou qui ne peuvent pas être distribués. Donc, tu vois, c'était vraiment apporter cette innovation et c'est ce qui m'a motivé dans la création du kiosque. Et dans la création de A-Team et pourquoi je me suis intéressé au Future of Work, c'était, je voyais tellement de gens malheureux dans leur travail, tellement de situations de désespoir sur la façon d'être accueilli, sur des pratiques de management, que je me suis dit, si je peux, à mon niveau, impacter la vie des gens en entreprise, c'est quelque chose pour moi qui a beaucoup de sens et ça me plaît. Voilà. Et donc, c'était ça. Et j'avais une vraie conviction et une vraie vision sur ce marché-là en me disant, la façon dont on travaille va changer et il faut que les outils aussi changent. Voilà. Et après, sur la partie vraiment onboarding, comment est-ce qu'on a démarré et un peu ce qu'on appelle en startup le aha moment, c'est ce fameux moment où tu dis ah ouais, c'est ça et il faut y aller. Et ben en fait, ça a été un travail de market research, tu vois, de comprendre les attentes des HR. Donc, j'ai fait des interviews avec des centaines de HR et j'ai vu en fait, à chaque fois qu'on parlait d'onboarding, au départ, je t'avoue que l'onboarding, je me suis dit, mais attends, l'onboarding, mais on s'en fout de l'onboarding, pourquoi c'est important? Tu vois, en fait, c'était dans mes interviews, mais je n'arrivais pas à prendre conscience que c'était vraiment ça le sujet. Je pensais que c'était les performance reviews ou le learning, tu vois, sur des sujets qui étaient peut-être plus traités. Et en fait, dans mes interviews, à chaque fois, quand j'ai fait le récap, je voyais onboarding est un sujet, on galère, c'est compliqué. Et après, en creusant le sujet de l'onboarding, donc j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin. J'ai à ce moment-là fait d'autres interviews où les boîtes m'expliquaient leur process pour gérer l'onboarding. Et là, c'était toujours tableur Excel, tableau Trello, checklist. Et en fait, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e ou 5e feuille Excel, j'ai fait OK, that's good, we have it. C'est tellement ça. Nat, oui, je t'appelle Nat. Tu m'as dit que j'ai le droit, donc je vais t'appeler Nat. Mathilde, tu m'as dit que j'avais le droit de te challenger. Alors, je vais le faire, je vais me le permettre, si c'est toujours OK avec toi là-dessus. Allez, voyons voir ce que tu vas me dire. Hein. Parfait. Je suis gentille, tu vas voir. Mais non, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant. Puis peut-être que toi aussi, tu vas m'apporter autre chose. Parce que tu as dit une phrase où tu disais, regarde, Camille, moi, ce que je voyais, c'est que les gens étaient vraiment pas bien, que l'onboarding se passait vraiment pas bien, qu'ils étaient malheureux en rentrant dans l'entreprise et tout ça. Moi, je me demande, OK, c'est vrai ce que tu dis. Je l'ai vu en tant qu'RH, je le vois, tout ce que tu es en train de dire, je l'ai vu, mais comment est-ce qu'une plateforme peut faire pour que ça se passe bien, l'onboarding? Pourquoi est-ce que ça, c'est aux mains d'une plateforme pour rendre heureux, en tout cas mieux, je dirais plus bien sûr. que ça se passe mieux plutôt que le terme heureux, l'onboarding, pourquoi est-ce que ça ne serait pas plutôt, plutôt former tes managers à ce qu'eux, ils soient aussi impliqués, parce que très souvent, c'est les RH et puis la personne qui arrive, elle est mise de côté. En quoi la plateforme va changer ça, justement? Ouais, c'est une gentille question. Je suis habitué. C'est une gentille question. Non, mais écoute, c'est vrai, tu as raison. Et au départ, quand on a lancé, beaucoup de boîtes nous disaient non, mais attendez, on n'a pas besoin d'outils et puis ça va remplacer l'humain. Mais la question, c'est qu'est-ce que font les boîtes sans l'outil? Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas processé déjà. Souvent, dans beaucoup de boîtes, il n'y a pas de process, donc il ne se passe strictement rien. Combien de fois on te dit ah, je suis arrivé dans une boîte et ça a dû t'arriver, mais il n'y avait pas mes ordis, personne ne savait que tu arrives. Et tu vois, j'ai eu cette expérience aussi chez Caféine où j'ai recruté beaucoup de gens et ça s'est très mal passé l'onboarding parce qu'on le faisait très mal. Et tu vois, j'ai des collaborateurs qui sont partis. Donc, ça a été aussi, tu vois, pour moi, un moment où je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, en gros, déjà, tu n'as pas de process souvent dans les boîtes. Ensuite, tu as la question de la personnalisation. Comment tu vas peut-être t'adresser à des jeunes ou à des seniors ou à des gens qui sont, tu sais, qui n'ont pas d'email pro.
des gens qui sont deskless workers. Comment tu personnalises en fait tout ça parce que tu peux pas t'adresser de la même façon à tous les collaborateurs. Et finalement aussi, c'est de pouvoir ancrer des bonnes pratiques parce qu'on n'a pas forcément été tous formés en tant que manager ou en tant que RH ou en tant que mentor à accueillir et à accompagner les collaborateurs. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, grâce à l'outil, on va pouvoir processiser la boîte, mettre en place des bonnes pratiques avec des recommandations et des templates et favoriser des comportements qui sont positifs. Donc, je te donne deux, trois exemples. Ça va être de pouvoir organiser des événements dans l'entreprise pour que la personne vive des vies ma vie. Euh, En fait, l'outil peut automatiser ce genre de choses et justement créer du lien humain avec la personne. Donc, tu vois, tu as le digital qui est au service de l'humain. Ce qui est sûr, c'est qu'un outil comme A-Team, si tu n'as pas une impulsion humaine et managériale derrière, ça ne sert à rien. Tu vois, Donc, ça, je trouve ça important ce que tu dis. Parce que, tu vois, l'outil, je pense qu'on en a besoin. Tu sais, c'est comme Jira, c'est un outil que moi, je trouve vraiment super top. ouais, Ton outil, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme outil. Bon, on peut aller sur Trello aussi, ça se rapproche un peu, mais on va pouvoir parler de A-Team aussi. Tu sais, je trouve que tous ces outils-là, oui, ils sont utiles. Oui, on en a besoin. Mais tu sais, si tu n'as pas la réflexion derrière en tant qu'entreprise, de dire pourquoi est-ce que tu le mets en place, c'est quoi ma culture d'entreprise avec ça? Parce que si, imaginons qu'une entreprise se dise, hey, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un outil comme A-Team, je vois qu'on n'a pas ça, qu'on est encore sur des tableaux Excel ou des fois, très souvent, ce que je vois, c'est juste des prises de notes papier. Là, on est que là ouais, pour l'onboarding dans certaines entreprises. Que, en plus de ça, dans ta culture d'entreprise, tu as quand même un management toxique et tout ça, et tu as cet outil-là. Je trouve que oui, c'est chouette parce que tu vas avoir comme peut-être, tu sais, un incentive pour te dire, OK, ben là maintenant, j'ai quelques éléments, mais si derrière soi, les gens ne l'utilisent pas très bien, tu n'as pas les formations que tu donnes, que tu sais, ton outil, il est là, mais si par exemple, tu sais, même si tu as les rappels, la personne, elle n'en a rien à faire et parce que ça fait pas partie de la ouais, culture d'entreprise et tout ça, ça ne te sert à rien, tu vois. Donc c'est pour c'est ça, quand ça. tu me dis, oui, je veux que les gens soient bien, je dis, ouais, c'est vrai, c'est top et je pense que les RH te remercient souvent et en ont besoin. Mais je trouve qu'en plus de ça, il faut aussi que tu aies la culture d'entreprise qui change par rapport à ça. Ouais, bien Il sûr. faut aussi que tu aies les formations. Enfin, comment est-ce que tu vois ça? Ouais. Écoute, non, mais tu as raison en fait sur tous les sujets. Et en fait, le point clé, comme tu l'as dit, c'est que l'outil ne résoudra pas tout de toutes les façons. Tu peux envoyer toutes les notifications et les rappels sur tes tâches. Si la personne ne veut pas le faire, elle ne les fera pas, tu vois. C'est ça. Et donc, voilà. Mais moi, malgré tout, je pense que ça a une vertu dans la mesure où on va plutôt quand même parler des boîtes qui recrutent, tu vois, 50, 100, 200, 500, enfin, plutôt des grandes entreprises où, en fait, les RH, à faire ça, c'est c'est un travail très fastidieux, tu vois, à la main, les rappels, les événements, les organisations, et en fait, tu te noies très vite dans des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Et donc, finalement, l'outil aussi peut avoir cette vertu de faciliter et de permettre aux RH de se concentrer sur ce qu'elles savent faire ou sur ce qu'elles aimeraient faire, c'est-à-dire l'humain, la relation avec le collaborateur. Et quand tu dois, parce que je le vois hein, chez nos clients, c'est du papier, c'est des scans, c'est des signatures, c'est des croix dans des tableaux, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi vous continuez à faire ça? Et en fait, voilà, c'est aussi pour ça qu'on arrive à se développer. C'est qu'en en fait, on est parti d'un problème à résoudre et d'un besoin et qu'on va le faciliter. Donc, il y a 4 ans, quand on a démarré, on était très tôt sur le marché. On était un peu en amont de phase. Et en fait, ce qui a été un accélérateur pour nous, il faut quand même le dire, c'est la digitalisation du process d'onboarding. Parce qu'avec le Covid et le télétravail, pendant plus de 2 ans, on a travaillé tous à distance. Et pourtant, les boîtes ont continué à recruter, puisqu'à un moment donné, tu vois, on s'est tous remis à travailler. Et donc, il a fallu accueillir les gens à distance. Et c'est là, en fait, où le besoin et le problème s'est créé. Parce que avant, finalement, tu arrivais dans la boîte, OK, tu faisais le tour du premier étage, deuxième étage. Tu vois, ça se faisait, en fait. Bon an, mal an, ce n'était pas un vrai problème à part pour justement des boîtes qui voulaient vraiment, qui étaient pour le coup très visionnaires et qui avaient envie d'aller beaucoup plus loin que juste
ces rencontres et vraiment créer une expérience de A à Z. Et donc, le Covid a digitalisé le process d'onboarding et c'est là où les boîtes ont accéléré et se sont rendues compte, OK, on a ce problème-là, il faut qu'on apporte une solution. Et donc, nous, on était là au bon moment finalement. Et voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, le marché bouge énormément. On a démarré sur cette première idée. Voilà, pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, on a aussi évolué énormément en termes de produits et d'accompagnement. Et je pense qu'on pourra développer. Mais en quelques mots, aujourd'hui, ce qu'on fait sur l'onboarding, on va le refaire sur la vie du collaborateur, sur les moments clés de la vie du collaborateur. Eh ben, justement, je vais rebondir là-dessus parce que en préparant cet épisode, tu me Ouais. disais que toi, tu aimerais parler justement, aborder ces moments clés de la vie des employés. Juste pour expliciter ce que c'est, ça va être la gestion des enfants malades, les décès, mariage, adoption, etc. Donc, c'est ça, tous les moments clés de la vie des Ouais. collaborateurs. C'est les moments de vie, tu vois aussi. Les moments de C'est les moments de vie. Exactement. Et alors, pourquoi ce sujet tenait à cœur? Pourquoi est-ce que tu voulais en discuter aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y avait deux, tu vois, il y a deux sujets pour moi. C'est les moments clés, mais professionnels, c'est-à-dire quand tu passes manager, quand tu changes de poste, quand tu pars de la boîte, tu vois, quand tu as les évaluations. Ça, c'est des moments clés du collaborateur sur lesquels on va aussi se positionner. Mais tu as raison complètement, c'est aussi se positionner sur les moments de vie en se disant, par exemple, quand tu as un congé mat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la boîte peut faire? Et on parlait d'équilibre vie pro et vie perso au début. Et je suis aussi intimement convaincu que la frontière est de plus en plus floue et qu'il est important pour tout le monde de remettre une limite et que l'entreprise aujourd'hui aussi puisse traiter certains des sujets de la vie perso. Et je pense que Attends, excuse-moi, je ouais. t'interromps. Tu me disais que là, parce que là, c'est de plus en plus flou et qu'il faut remettre une limite, c'est ça que tu me disais? En fait, aujourd'hui, l'équilibre vie pro, vie perso, il a été complètement basculé, il a été complètement redéfini avec ce qui s'est Ouais. passé avec le télétravail. On en parlait au tout début de l'émission, où les gens, en fait, ne s'arrêtaient pas de travailler. Tu vois. En fait, le soir, tu continues à travailler. Enfin, c'était en permanence. Les boîtes, elles ont vu, mais que les employés n'avaient jamais été aussi productifs que pendant cette phase de Covid. C'était incroyable. Mais ça venait avec des burn-out, ça venait avec des problèmes. Donc, elles ont dû mettre des limites, tu vois, et dire aux gens, non, mais arrêtez de travailler, tu vois. Arrêtez de travailler après 18h30. Enfin, c'était vraiment ça. Euh, et donc, moi, si tu veux, je pense aujourd'hui que cet équilibre qui a été un petit peu redéfini et rebasculé, avec le développement aussi du télétravail, cette frontière est de plus en plus floue. Et donc, il est important pour l'entreprise de remettre une limite, justement, et de savoir où est le curseur et sur quel point l'entreprise peut justement aider les collaborateurs sur la vie personnelle, sur leur vie personnelle. Et si tu veux, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que tu as toujours eu notamment, tu sais, l'aide pour les crèches, par exemple, euh, qui était le moment le plus évident. Tu vois, quand tu as un bébé, bon, c'est compliqué. Donc ça a toujours été là. Mais en fait, on se rend compte que l'entreprise a aussi un rôle à jouer sur différents moments de vie du collaborateur. Et donc, ce n'est pas forcément l'exemple que je donne souvent, ce n'est pas amener juste ses enfants au foot, tu vois, le week-end. Non, ce n'est pas ça. C'est des moments qui vont impacter ta productivité et ta vie dans l'entreprise. Donc, c'est quoi ces moments? C'est évidemment quand tu tombes enceinte, quand tu es en congé mat, quand tu as un proche qui est malade, quand tu perds malheureusement quelqu'un de proche, quand tu tombes malade, enfin voilà, il y a plein de moments en fait. Quand tu souhaites aussi avoir un enfant, et ça justement, c'est assez incroyable, mais il y a aujourd'hui des services en entreprise qui accompagnent à la fertilité. Donc ça, si tu veux, si on parlait de ça il y a encore quelques années, enfin, tu te dis, mais c'est complètement fou. Mais je pense que c'est très important que l'entreprise se saisisse de ces sujets parce que, en fait, c'est dans son intérêt. Pourquoi? Pourquoi c'est dans son intérêt? Parce qu'en investissant sur le collaborateur, en lui montrant que peut-être pendant un moment, l'employé sera peut-être moins productif. Évidemment, il ne faut pas que ça dure, tu vois, pendant 20 ans, hein, on est d'accord.
C'est pas non plus, tu vois, un monde de bisounours. Mais en investissant du temps et en investissant sur ces sujets-là, l'entreprise joue son rôle, en fait, d'accompagnement des collaborateurs. Et je pense que le collaborateur derrière te le rend au centuple. Donc, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que tu as quelqu'un qui va être engagé, qui va se battre pour toi, encore plus peut-être que d'autres, qui va être loyal, qui va vraiment se dire, OK, l'entreprise joue à fond son rôle, justement, et j'ai envie de rester dans cette entreprise, dans un contexte aujourd'hui où les jeunes, les talents, bah, ont le choix de leur employeur. Tu sais que le rapport de force, il s'est complètement retourné et que les collaborateurs aujourd'hui ont ce rapport de force et que les entreprises doivent justement tout mettre en place pour les attirer et les conserver. Voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression justement que, tu sais, quand tu parles de ce rapport de force, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, comme quoi maintenant les jeunes notamment ont plus le choix, vont pas hésiter à quitter leur entreprise, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça, c'est pas juste une petite bulle, pardon, qui correspond juste à une petite partie de la population? Parce que tu sais, tout ce que tu dis là est super intéressant et je pense Ouais. que c'est important et je suis persuadée qu'on va aller vers là et j'espère en tout cas qu'on va aller vers là. Ouais. Mais j'ai quand même cette impression-là que ça concerne qu'une petite bulle. Tu sais que, par exemple, le monde de l'IT, parce qu'on sait à quel point c'est super difficile de recruter là-dedans, que tu sais, ces métiers-là où tu as du mal à aller recruter des gens. Mais moi, je pense, où là, on a besoin de ça et il faut aller sur ce terrain-là, ça va être plutôt, tu sais, dans les usines, où là, bah, par exemple, alors moi au Canada, parce qu'au Canada, justement, on est en pénurie de main-d'œuvre dans tout, dans tout le pays. Donc, tout ce que tu dis là, c'est vraiment la grosse pénurie de main-d'œuvre partout et tout le monde cherche justement à ce que ben, on puisse garder des collaborateurs. Par Ouais. contre, quand je regarde en France, je regardais hier soir justement en préparant l'épisode. Franchement, j'ai été étonnée. Je me dis, waouh, mais le taux de chômage des jeunes, il n'a jamais été aussi élevé. Je veux dire, il y a plein d'entreprises qui reçoivent aussi beaucoup de CV et qui ont aussi le choix. Et moi, j'ai l'impression qu'à force qu'on dit tout le temps, oh, mais regardez, il faut absolument garder nos employés. Oui, c'est important. Oui, il le faut, mais ce n'est pas pareil dans toutes les entreprises. Ce n'est pas comme ça dans tous les secteurs. Et est-ce que justement, on n'est pas dans cette bulle-là parce que nous, on a cette chance-là de pouvoir être dans ce genre d'entreprise et puis aller essayer de toucher justement ces autres entreprises-là qui, elles, en ont complètement rien à faire, tu sais, moi, je pense que, tiens, excuse-moi, parce que je suis partie dans tous les sens. Imaginons, on va faire une petite mise en contexte que je suis un patron d'usine, que j'ai autant de salariés que j'ai besoin, que c'est beaucoup des métiers précaires qui sont là, que je peux virer quelqu'un, le lendemain, je sais que j'ai quelqu'un d'autre, j'en ai, OK. Puis du coup, pour moi, m'occuper de ces moments de vie-là, bah, je vois pas l'intérêt. Tu y répondrais quoi à Ouais. lui? Bah, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis et je suis d'accord avec toi sur le point de départ en disant ça vient plutôt du monde de la tech parce qu'au départ, c'était dur de recruter des développeurs. Et je pense qu'il y a plusieurs réalités dans ce que tu dis. Moi, je vois chez les clients ou chez les gens, chez les RH aujourd'hui, par exemple, je te donne l'exemple de Kiloutou. Kiloutou, ils ont des personnes sur site en fait, qui louent tout type d'appareils dans des agences décentralisées, tu vois, où tu vas au guichet. Et en fait, c'est des populations, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les recruter. OK. C'est compliqué. Ils cherchent par tous les moyens à les fidéliser. Et en fait, tu te rends compte que les métiers en tension, tu parlais de l'usine, mais en fait, les métiers en tension, ce n'est pas que dans la tech. Par exemple, à la RATP, tu as des compétences spécifiques en tant que réparateur de bus, etc., qui sont très complexes. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas en fait, les gens pour faire ce métier. Par exemple, dans l'intérim, où justement, tu pourrais penser qu'il y a des roulements. En fait, les gens dans l'intérim, bah, justement, ils font aussi un peu leur loi. Et les employés ont le choix aujourd'hui des missions. Et en tout cas, moi, l'écho que j'ai, c'est euh, bah, c'est pas ce rapport de force, il n'est pas juste dans le monde des startups, mais il est dans le monde aussi de l'industrie classique, des métiers traditionnels et même des populations intérimaires. Donc après, il y a des réalités toujours un peu différentes. Je te donne un exemple. Le télétravail, bah, ça ne s'applique pas. T'es vendeur de bijoux, bon, bah, OK, ou t'es contrôleur RATP, bon, bah, tu ne vas pas le faire depuis chez toi, tu vois, le télétravail, ça ne marche pas. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a des réalités qui ne s'appliquent pas à certains métiers. Donc ça, c'est. Mais par contre, cette tension qu'il y a sur le marché,
Et d'ailleurs, pour le chômage, après, moi, je ne sais pas quel chiffre tu as, mais on note quand même qu'il y a une baisse du chômage aujourd'hui. Il y a des dispositifs autour de l'alternance qui boostent justement le chômage, qui boostent l'employabilité des jeunes, qui sont très, très, très développés en France, donc un peu différent du système canadien. En tout cas, il y a quand même un dynamisme. Alors là aussi, c'est à mettre en toujours parce que le monde change très vite. Tu vois, en ce moment, on parle d'inflation. Il y a un peu une crise sur les marchés boursiers. Donc, quand tu écoutes les infos, c'est un petit peu tout le monde est très pessimiste. Et c'est vrai qu'il y a des licenciements et on va peut-être rentrer en récession. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je pense qu'il y aura un vrai crash test justement pour tout ce qui a été mis en place depuis 2 3 ans, les avancées folles qu'on a connues dans l'univers du HR. Parce que ce qui s'est passé en 3 ans, ça a été une accélération gigantesque et des avancées énormes à tous les points de vue pour les collaborateurs sur l'aménagement des horaires, sur le télétravail, sur les modes de collaboration, tu vois. Et pour moi, il faut qu'on arrive à ne pas perdre toutes ces avancées-là, si demain on rentre dans une crise économique très forte, et on le voit déjà, tu vois, il y a des boîtes qui essaient de faire revenir de force les gens en entreprise et ça ne marche pas. Il y a des gens qui quittent. Et je pense qu'on va sûrement, comme on a eu une avancée très forte, il est possible qu'il y ait tu vois, un peu un retour du bâton, tu vois, sur nos sujets. Je pense que c'est en train d'arriver. Et Mais toi, il en va. étant sur le terrain, tu sais, toutes Ouais. ces... Excuse-moi, je t'interromps, mais toi, en Non, étant non, sur le mais tu as terrain, raison. justement... J'étais un peu long en plus là. Non, 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 t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien t'écouter, avoir cet échange aussi ensemble. Mais C'est vrai, tu as raison. qu'est-ce que... Tu sais, pourquoi est-ce que peut-être que tu as échangé avec des RH ou avec des dirigeants, qu'est-ce qu'ils te disent sur le fait de vouloir retourner en arrière, alors que ce que tu me disais au début, et je te rejoins complètement là-dessus, c'était au contraire, on a vu la productivité augmenter, que les gens ils étaient vraiment mieux avec ça, qu'ils arrivaient à retrouver l'équilibre. Ça a pris du Ouais. temps, ils arrivaient à retrouver l'équilibre. Et puis là, les 2 ans sont passés, puis là, tout le monde se dit, ah bah non, mais tiens, on va retourner en arrière, c'était quand même Ouais. cool. Mais pourquoi? Bah, je pense que ce qui est difficile en tant que manager, tu vois, je le vois avec mes équipes, c'est cette notion de contrôle en fait. Parce que aujourd'hui, tu n'es plus dans le monde pendant le Covid où tout était fermé, où les avions décollaient pas. Et donc finalement, on était tous en remote, tous dans la même situation, tous en galère. À part certains privilégiés qui pouvaient travailler, je sais pas, au bord du lac, tu vois, dans des montagnes. Je confirme, moi je suis partie travailler à La Réunion, c'était bien. Parce que je viens de l'île de la Réunion, donc en même temps, ça me Ah, permettait d'être ok, avec. super. Donc oui, Sympa. complètement. Mais oui, Ok. excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je comprends ce que tu On a disais. un, on a un client à l'île de la Réunion, Mutualité de la Réunion. Ah, bah oui, 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 je connais bien. Ok. Donc, non, écoute. Bah, en gros, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais plus du tout ce qu'on dit. Je suis parti à la Réunion, moi. Ça y est. Bah oui, on aurait pu faire le podcast à l'île de la Réunion, ça aurait été tellement bien. Ah, La prochaine fois, on fera d'ici quelques peut-être années, pas. on refera. Et puis, comme ça, on verra d'ici 10 15 ans, comme tu parles du futur du travail, souvent, où est-ce que sera est-il dans ce futur du travail-là. Mais pour revenir à la question, c'était pourquoi est-ce que bah, ces employeurs-là veulent revenir au passé? Ouais. Et là, tu me Bah, en disais, fait, OK, ben là, c'est le problème de ouais. management. Bah, en fait, tu as le monde, tu vois, pendant le Covid que je t'ai décrit, où tout était fermé, et aujourd'hui, tout a repris. Donc, dans ce monde-là, comment tu fais en sorte que tes collaborateurs, tu arrives à leur faire confiance, parce que tu ne peux pas contrôler, comme quand les gens sont au bureau, tu ne peux pas contrôler tout. Comment tu t'assures que les gens soient vraiment intègres, éthiques et travaillent bien et font leur. Et ça, tu vois, c'est un vrai sujet, en fait. Ouais, mais là, il y a un problème. En vrai, moi, quand on me dit ça, je fais, mais en fait, Ouais. si déjà, toi, tu dis à distance, moi, j'ai pas confiance, je peux pas contrôler à distance, mais tu contrôleras pas plus Oui, alors, tu as une impression de contrôle parce que ton équipe est sur place. Mais tu Tu as une sais, impression, ouais. c'est juste du présentéisme, en fait. Tu peux, et en ayant déménagé de la France au Canada, j'ai vu vraiment cette différence-là où en France, souvent, alors attention, hein, je généralise, au cas où je généralise, Ouais. mais quand même, dans ce que je voyais, c'était que beaucoup restaient jusqu'à 19h, 20h au travail. Ouais, ouais, ouais. Ici, on Mais de toute quitte à façon, 17h, mais tu sais, parce que c'est mal non, vu de quitter mais plus tard. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à gérer ta journée, tu vois. mais en Et France, moi, on est. Ouais. Vas-y, 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 excuse-moi, excuse-moi. on veut tous les deux parler sur ce sujet-là, c'est tellement. En même temps, c'est un beau sujet. Et oui, je te rejoins complètement quand tu dis il y a plein d'enjeux là-dessus. Je suis d'accord, mais je trouve que ça relève d'un vrai problème de se dire, moi, en tant que manager ou moi, en tant que CEO, je n'ai pas confiance en mes équipes si Bien elles sont à sûr, distance parce que bien je ne les sûr. vois pas travailler. Et moi, je te dis, ben, là, tu as un gros problème déjà parce En que fait, c'est ouais.
Mais en fait, c'est comme tout, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un extrême à l'autre. Et alors après, il y a tu as généralisé un petit peu, mais tu as raison. En fait, en France, avant le Covid, on était à la préhistoire du télétravail. Vraiment, c'était très mal vu et personne ne le faisait. Et les gens, les managers n'acceptaient pas, tu vois, cette notion de télétravail. Alors que dans les pays nordiques, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, c'était déjà beaucoup plus développé. Donc ça, c'est un point sur lequel tu as complètement raison. Maintenant, les mentalités ont évolué. Mais moi, ce dont je te parle, c'est un peu différent. C'est de te dire, il y a un contexte de récession, il y a un contexte de difficulté économique des entreprises. Et donc, pendant 2, 3 ans, quand tout se passait bien, finalement, on acceptait ce type de mode de travail. Aujourd'hui, avec les difficultés qui arrivent, finalement, comment vont agir les entreprises? Et je vois aux États-Unis aujourd'hui, puisque c'est un pays qui est un peu en avance de phase, tu vois, où on voit l'inflation galopante, les taux d'intérêt qui remontent et tout. Et je vois beaucoup sur Twitter, je suis beaucoup de CEO qui s'inquiètent des dérives du remote work. Tu as pu voir, je pense, le mémo de Elon Musk il y a 10 jours qui a envoyé tu vois, un missile à tous les employés de Tesla en disant Remote work is over et vous devez venir au bureau. Donc, tu as cette tendance aujourd'hui qui est là, qui est de faire revenir les gens au bureau, aux États-Unis. Tu vois, je ne te parle pas de la France, là, je te parle vraiment des États-Unis parce qu'il y a cette tension économique où les boîtes sont en difficulté et finalement, la question, c'est qu'est-ce que vont faire les entreprises? Est-ce qu'elles vont suivre Elon Musk, qui est quand même, tu vois, quelqu'un que beaucoup de gens suivent hein, en général, ou est-ce qu'elles vont suivre des gens comme Airbnb qui ont dit non, mais nous, on n'a plus de bureau et tout le monde est en full remote. Et en fait, tout le monde se cherche, tu vois. Tout le monde se cherche sur ça. Tout le monde tâtonne, tout le monde galère parce que tu n'as pas juste une réponse en fonction du contexte, en fonction de type de boîte, en fonction de plein de choses. Et ben, tu as une réalité qui peut être différente. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains avantages qui vont être remis en cause, d'accord? Certaines avancées, et pour moi, il ne faut pas céder sur ça, justement. Il faut intégrer ces nouvelles pratiques dans le monde post-Covid avec les garde-fous nécessaires et pouvoir avoir un certain contrôle quand même pour les managers, sans que ça soit du contrôle freak, mais un système de confiance mutuelle, parce que si on se met à la place de l'entreprise, c'est une confiance énorme qu'elle accorde, tu vois, aux collaborateurs de pouvoir travailler depuis n'importe où, mais ça pose aussi une responsabilité et ça pose plein de problèmes en termes de salaire, en termes ça pose plein de soucis en fait. Et du coup, comme c'est très nouveau, il faut que des pratiques puissent être développées autour de ça pour que les boîtes développent des politiques qui leur vont bien et qui leur permettent d'avancer. Oui, complètement. Mais je te rejoins surtout sur le fait de dire qu'il y a pas, enfin, tu sais, t'as pas de solution magique. Je veux dire, ce qui va marcher dans une entreprise ne va pas forcément marcher dans une autre entreprise. Mais c'est pour ça que ça reste comme super important de réfléchir pourquoi est-ce qu'on le met en place ou pourquoi est-ce qu'on le retire, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd, etc. Tu sais, d'avoir cette réflexion-là et pas juste d'agir sur la crainte. Tu sais, parce que beaucoup vont réagir sur la crainte de ah bah oui, attention, on est en période de récession. Du coup, moi, ce que je veux faire, c'est contrôler tout le monde. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens, ils travaillent, alors que de loin, même si pendant 2 ans, ça a fonctionné, peut-être qu'ils ne travaillent pas tant, alors que c'est faux. Mais c'est pour ça que je me dis, tu sais, essayer d'aller plus dans la réflexion et pas dans le sentiment de, OK, on ne maîtrise plus rien, et aller creuser ça et trouver la meilleure solution qui puisse. Et tu vois, t'as des problèmes. Par exemple, moi, je l'ai vécu dans mon entreprise où tu as des gens de Paris qui souhaitent vivre dans la campagne normande ou dans, tu vois, un patelin paumé dans le Périgord. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que tu acceptes que la personne soit en full remote? Qu'est-ce que tu fais de son salaire parce qu'elle a un salaire parisien? Tu dois la faire venir à Paris pour garder le lien avec les équipes une fois par mois ou tu vois, de temps en temps créer des liens. Et donc, finalement, si demain tu recrutes quelqu'un dans la région, forcément, cette personne aura peut-être plus un salaire local qui est différent de celui de Paris. Donc, comment tu vis le fait que tu aies deux personnes au même endroit qui ont peut-être des salaires différents? Et en même temps, si demain tu t'installes à Londres ou à New York, c'est forcément tes collaborateurs qui vont être là-bas vont gagner plus parce que le coût de la vie est plus cher qu'à Paris. Donc, tu vois, quand tu additionnes tous ces paramètres-là,
mettre en place une politique qui est homogène, qui a du sens, qui est inclusive et qui est juste, franchement, aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Donc, tu vois, ça pose beaucoup de questions. Et moi, j'essaie de mettre en place chez A-Team. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté, tu vois, les quarante personnes qui sont chez A-Team pour leur demander, voilà les problèmes auxquels on doit faire face. On veut pouvoir proposer du remote, mais en même temps, on veut aussi pouvoir se rencontrer et garder le lien. Donc, comment est-ce que vous agiriez si vous étiez à ma place en termes de politique salariale, en termes d'avantages, etc., etc. Et tu vois, et je pense qu'il n'y a pas une personne qui m'a donné la même réponse que l'autre, tu vois. Et comment tu fais Donc, justement quand tu es entrepreneur face à ce challenge-là que tu as? bah, je t'avoue, j'ai toujours pas encore finalisé la synthèse de justement et que je suis en plein dedans là. Et que Moi, il c'est faut que je te hyper réinvite, intéressant. je veux savoir la réponse, donc je vais te réinviter parce que ce que tu rencontres là comme problématique, et puis peut-être d'ici un an, voir comment est-ce que tu as géré Ouais. ça, je pense que c'est une problématique qui s'adresse à tout le monde. Et il y a une entreprise, j'ai lu ça la semaine dernière, je vais essayer de remettre dans les notes de l'épisode quand je vais retrouver le nom de cette entreprise-là. Eux, ce qu'ils ont fait, moi, je trouve pas top, mais je pense que tu me diras ça a lieu à des débats. Mais eux, ils se sont dit, regarde, qu'importe où est-ce que tu habites, qu'importe où est-ce que tu vas, tu fais ce métier, tu as telle année d'expérience, c'est tel salaire. Et après, Ouais. nous, on n'en a rien à faire de où est-ce que tu habites, où est-ce que tu vas, etc. Moi, je trouve que ça crée des inégalités parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut comme ça se dire, bah, tiens, j'ai un salaire, imaginons, bah, je suis développeur, j'ai un salaire de 100 000. Et puis dans ce cas-là, à 100 000 annuels, hein. J'ai un salaire de 100 000 annuels. Ouais. Puis je vais aller vivre dans un pays, je sais pas, moi, je vais aller vivre dans le sud de la France parce que je me dis que ah bah, je suis bien. Mais il y en a qui vont rester peut-être à Palo Alto où avec 100 000 annuels, tu fais rien avec ça. Je veux dire, tu es coincé, tout est super haut, Ça. mais que tu as toute ta famille qui est là et tu peux pas déménager. Donc je trouve que ça crée quand même pas mal d'inégalités. Mais eux, face au problème que tu disais là, dans ce que j'ai lu, c'est qu'ils se sont dit, bah, non, on ne se complique pas la tête, on a mis ça en place. Et en plus de ça, ils ont mis aussi les salaires aussi disponibles pour tout le monde. Tout le monde sait qui gagne quoi. Et ils ont essayé de faire ça le plus juste possible, je suppose, en tout cas, avec, bah, regarde, toi, tu fais tel métier, tu as telle année d'expérience, ça va être ça et ça va être ça pour tout le monde. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on va proposer, en fait, c'est une politique remote adaptée à différents pôles. Parce que, comme je te disais au début, le pôle sales, c'est différent du pôle tech. Donc, ça, on va par exemple dire, OK, le remote, full remote est autorisé pour les techs, par exemple. Pour les autres populations, c'est en fait 2, 3 jours par semaine au bureau. OK. Tu peux faire, par exemple, dans l'année, quelques semaines full remote, mais en prévenant ton manager, tu vois, pour quand même qu'il soit au courant qu'à ce moment-là, tu sois full remote. Donc, ça peut être sympa tu sais, de faire une semaine vraiment full remote et de travailler, je ne sais pas, au bord du lac et au bord d'une montagne. C'est très sympa. Donc, ça, on veut pouvoir l'autoriser. Et en se disant, bon, les salaires, aujourd'hui, je pense qu'à terme, on évoluera vers ce type de grille. Je suis d'accord avec toi, mais en se disant, on ne va pas baisser les salaires des gens qui partent. Par contre, peut-être que le rythme d'augmentation des salaires ne sera pas identique en fonction du lieu de vie et en fonction de là où tu es parti. Si tu es parti de Paris en campagne, ton rythme ne sera pas aussi intense que quelqu'un qui est resté à Paris parce que, voilà. Mais ça, tu vois, je pense qu'à terme, tu as raison. Peut-être que d'avoir une grille, et on n'est pas assez mature aujourd'hui en termes HR pour en être là, par niveau, c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens. Ouais, je pense que c'est beaucoup de réflexion à avoir là-dessus, mais c'est super intéressant. Ça sera l'objet d'un prochain Ouais. épisode de Parce podcast. que, Puis là, je vois l'heure. Vas-y, ouais. excuse-moi, vas-y. Et parce que tu vois, j'avais demandé justement, parce que je suis dans des réseaux d'entrepreneurs, par exemple, et je leur ai demandé sur le remote, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez laissé partir les salariés? Oui ou non? Donc, il y en a beaucoup qui ont dit oui. Et qu'avez-vous fait en termes de salaire? Et en fait, tu seras surpris, mais il y a plus de la moitié des entrepreneurs qui ont fait baisser les salaires des gens qui sont partis en remote. Ok, mais alors dans ce cas-là, parce que c'est pas légal, donc ils ont fait un nouveau contrat. Et Comment voilà, est-ce qu'ils ont en se géré disant, ça? voilà, bah, en fait, en gros, si tu veux partir, tu acceptes un cut sur ton salaire. Et comment ça a été Non, mais après, pris? c'est un accord. Quoi? Ok, c'est un accord. Ok. Non, moi, je suis curieuse de savoir comment Et ça a c'était été un pris. sondage, tu vois, c'était un sondage que j'ai vu passer dans ce groupe d'entrepreneurs, en fait, justement dans le domaine de la tech. Et je te dis ça, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, mais pour te dire que ça existe et qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, quoi. Ouais, ouais, non, complètement. Mais il y a
de façon différente de tous les cas dans les sociétés, de comment est-ce qu'ils ont géré ça. Je te disais ça justement pas parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais pour te dire Oui, que c'est une pratique qui est quand même très développée et que bah, justement aujourd'hui, on ne veut pas s'inscrire dans cette politique-là et qu'on va même plutôt accompagner justement les collaborateurs qui veulent déménager. C'est quelque chose qu'on propose justement aussi chez A-Team et pour nos boîtes. Ce qu'on appelle aussi l'onboarding interne, c'est le fait de changer de ville, de pays. Et là, comment tu accompagnes les collaborateurs sur les écoles, l'accès au logement. Tu vois, je te parlais de moments de vie. Pour moi, c'est justement les boîtes qui vont vraiment être attractives pour les jeunes, pour les collaborateurs, c'est ces boîtes-là. C'est ces boîtes qui vont investir sur ces moments de vie. dis-moi, Euh, inclus pas que les jeunes, dis aussi les personnes plus âgées que les poches, et mais les ceux qui personnes écoutent, âgées, les oui, seniors, n'oublions pas, ils ont le droit aussi de ils ont changer le de vie. droit aussi, exactement, parce que très souvent, là, Je on sais nous pas pourquoi je te motive. parle des jeunes. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est aussi important parce que ça aussi, c'est une autre problématique. Alors non, les personnes âgées, vous n'êtes pas une problématique, c'est pas ce que je dis, mais plus au cas où, parce que ça peut toujours être mal interprété, mais plus de comment est-ce que tu vas les intégrer dans l'entreprise, comment est-ce que tu fais pour les accompagner, parce que eux aussi, ils ont des besoins, eux aussi, ils ont envie de partir et tout ça. Donc oui, pas que les jeunes, tous ces avantages pour, je dirais, tout le monde. Et puis là, je vois leur filet. Leur Donc, face. comment? Non, mais attends, ça défile avec toi, tu vois, c'est un flot naturel de conversation. On a envie comme ça de continuer à discuter. C'est exactement ça, mais on sera obligé parce que sinon, je pense que tu as beaucoup de réunions aussi là qui vont s'enchaîner. Alors, je vais essayer de clôturer. Ben, Ok. c'est ça. Comme on va clôturer, qu'on arrive à la fin de mes questions, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas discuté qui pour toi est important là de partager aujourd'hui? Alors, de quoi je pourrais te parler? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des moments de vie et ça, c'est une vraie conviction qu'on porte. Non, et puis peut-être, tu vois, c'est quelque chose que je commence un peu à intégrer et je me rends compte dans la vie, en fait, tu as ces moments de bascule, en fait. Et je me suis rendu compte justement que tu avais des moments un peu charnières. Tu vois, on parlait des moments clés dans l'entreprise. Mais en fait, tu as des moments clés, toi, en tant que personne, en fait. Et c'est marrant parce que je me faisais le constat, ces moments clés, c'est des moments de bascule où tu peux basculer d'un côté ou de l'autre. Et en fait, c'est ces moments-là qui un peu te façonnent, tu vois, et font ce que tu es aujourd'hui. Et en fait, c'est assez incroyable parce que parfois, c'est une rencontre avec quelqu'un. Évidemment, peut-être ta femme ou avoir des enfants, mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui peut t'aider dans le business, qui va tu vois, investir dans ton entreprise ou un client que tu vas signer. Et en fait, c'est ces moments de bascule bah, qui te construisent. Et je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec les moments clés justement en entreprise, en se disant que ces moments clés aussi personnels sont hyper structurants en tant que personne. Et donc, si je fais le parallèle avec les moments clés en entreprise, tu te rends compte aussi que c'est ces moments-là qui peuvent déclencher, tu vois, c'était une étude justement qui parlait de ça, qui disait que en fait, les gens qui partent, c'est souvent quand ils ont reçu un choc, tu sais, un choc émotionnel. Et en fait, ce choc émotionnel, il apparaît à des moments très précis. Et ça, en fait, c'est souvent une des raisons, tu sais, que tu vas avoir vraiment une embrouille très forte avec un manager et là, tu réalises que c'est plus possible, en fait. Ou alors, tu vois, c'est le pot de départ d'un collaborateur et tout le monde, ça n'a pas été soigné par l'entreprise, tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est des moments comme ça, en fait, des moments clés. Et je pense, en fait, que c'est au-delà de ce que nous, on peut proposer, c'est vraiment ce qui nous structure aussi en tant que personne. Voilà, c'était un petit peu un constat que je faisais en ce moment sur la vie en général. Effectivement. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai une autre question pour toi que j'aime bien poser. C'est qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Tu vas me dire tes jumeaux. En ce moment, il me force. Non, écoute, pour faire simple, bah, tu parlais de cette envie d'apprendre et qu'est-ce qui t'a amené à passer du marketing à de la presse, à du HR. Et je t'avoue que j'aimerais bien dans le futur m'intéresser à d'autres industries. Et ce qui m'anime, en fait, c'est d'essayer de toujours apprendre et de découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, je pense que je ne suis pas la seule personne dans ce cas-là, hein, mais comment en fait tu continues à être challengé, animé, et en fait, dès que tu as cette baisse de challenge, dès que tu es dans une certaine forme de confort, c'est là où tu vois, je m'embête. Je m'embête vraiment. Et voilà, je veux pouvoir garder apprendre des nouvelles choses. Et tu vois, il y a plein d'industries qui m'intéressent, comme tout ce qui est lié à l'environnement, à la santé. Et tu vois, c'est des secteurs
ou même aussi un peu le monde du Web3 que je connais très mal, mais tu vois, je pense que c'est très intéressant aussi à ce niveau-là. Tout ce qui est décentralisation et ownership. Et donc, tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent. J'ai aucune idée tu vois, j'y connais rien dans ces sujets-là, mais c'est des sujets que j'aimerais bien creuser et apprendre. Et c'est ça tu vois, qui me drive. Et ben justement, en parlant d'apprentissage, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous? Est-ce qu'il y a un livre, une chaîne YouTube, une vidéo, un documentaire, qu'importe, tu sais, sur lequel tu es tombé et que tu dis, OK, il faut que vous alliez voir ça ou il faut que vous alliez lire ça. Et qu'est-ce que tu as appris par rapport à ce que tu vas nous dire? Oh là là, c'est une question très, très difficile là que tu me poses. Surtout pour quelqu'un qui aime apprendre, je pense que t'as dû lire des choses, lire peut-être écouter des podcasts qui t'ont là. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Je suppose qu'il y a plusieurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête? Tu veux dire récemment ou même dans mes expériences en général ou... Ce que tu as envie de partager. Ce que tu as envie de Non, partager alors, et moi, que. il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que très tôt, très jeune, j'ai beaucoup voyagé en fait. Et notamment, je suis parti en Amérique du Sud quand j'avais 20 ans. Je suis parti en Argentine étudier là-bas. Et tu vois, ça a été une expérience exceptionnelle où j'ai rencontré bah, voilà, des gens avec qui je suis toujours en contact, des Américains, des gens d'Amérique du Sud. Et je me suis passionné pour ce continent. Et donc, depuis, bah, j'ai visité tu vois, tout le pays, enfin tout le continent plusieurs fois. Chili, Brésil, Pérou. Je suis vraiment passionné aussi voilà, par cette langue, l'espagnol. J'ai aussi appris un peu le portugais brésilien et c'est quelque chose qui, tu vois, m'a beaucoup animé et m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes et de m'ouvrir à des nouvelles choses. Donc, tu vois, c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire. Alors, j'ai beaucoup moins le temps aujourd'hui, mais de pouvoir voilà, apprendre autour de nouvelles cultures, des nouveaux langages. Et c'est ce qui te donne, tu vois, ça te permet de t'ouvrir un petit peu et d'avoir une vision plus globale et de penser pas juste ce qui se passe à Paris ou dans ton quotidien, mais d'avoir une vision du monde un peu plus large. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir refaire, tu vois, peut-être un tour du monde ou... Alors après, c'est pas du tout d'actualité, malheureusement, avec le travail, mais à un moment donné, j'aimerais bien pouvoir faire ça, peut-être avec ma femme et mes enfants. Voilà. Donc, le conseil aussi, moi, que je vois derrière ça, c'est aller voyager. Voyager, ça ouvre l'esprit, ça te développe des nouvelles idées, ça te Ouais, rapproche des gens. Donc, oui, je te rejoins comme ça. Aller voyager, c'est tellement important. c'est ça. Et enfin, dernière question que j'ai pour toi, c'est d'après toi, ce serait qui la prochaine personne que je devrais inviter dans le podcast? Alors, que tu devrais inviter. Je parle souvent d'une entrepreneur qui s'appelle Mathilde Collin, qui a créé Front. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est hyper inspirante et justement, elle travaille beaucoup sur ces sujets un peu de bien-être de ses collaborateurs et elle a développé pas mal de théories sur bah, comment solliciter les gens. Par exemple, le vendredi, c'est une journée où en tant que manager, tu ne peux pas espérer de ton collaborateur qu'il te réponde dans la journée. Tu vois, c'est une journée sans meeting, où tu n'attends pas la réponse. Tu laisses la confiance au collaborateur. Elle a comme ça pas mal de principes qu'elle a développés sur le bien-être. Et je trouve, enfin, sa boîte, elle cartonne. Et je trouve qu'elle est hyper inspirante. Donc, si tu arrives à la voir, je pense que ça peut être très sympa pour toi. Ah, super. Ben, en tout cas, c'est noté. C'est sûr que c'est la prochaine personne que je vais contacter. Et enfin, toute dernière chose, promis, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, donc Nathaniel Philippe. Donc voilà, j'ai pas spécialement Facebook ni Instagram. Enfin, je l'ai enlevé en fait, je les ai enlevés. Donc c'est plutôt LinkedIn si vous voulez me contacter. Donc Nathaniel Philippe directement et puis je répondrai à vos messages. Parfait. Puis je remettrai aussi le lien de ton LinkedIn dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci Merci à d'avoir toi. passé ce moment avec nous. Et Écoute, puis surtout, merci pour ta sincérité et d'avoir été honnête sur tout ce que tu as partagé avec nous. je t'en prie. Merci à toi. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et si c'est le cas, le meilleur moyen de me le dire, c'est de le partager autour de vous et de laisser des commentaires et des étoiles sur vos applications d'écoute. Je vous remercie déjà d'avance et j'ai déjà bien hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Allez, ciao!